Donc, vous imaginez, vous qui en font la comédie, qui font de la comédie. Moi, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, des Narcusia, des trucs comme ça, des vidéos, qui ont été envoyés par des gens pour raconter tout et n'importe quoi sur moi. Ils n'ont toujours pas été interpellés. Donc nous avons 300 députés, sénateurs qui sont francs-maçons, c'est-à-dire à peu près un tiers du total des deux assemblées. Et je ne parle pas de ceux qui sont francs-maçons dans ces assemblées et qui n'appartiennent pas à la fraternelle. C'est un président de fraternelle parlementaire qui s'exprimait un jour, et j'ai cet article, en disant « Si je joue bien mon rôle de président, eh bien, les francs-maçons de droite comme de gauche, appartenant aux deux assemblées, voteront comme un seul homme. » Sur les lois sociétales, étant précisé. Les réseaux sont partout. Les réseaux tiennent tout le monde. Alors quand vous parlez des réseaux, vous parlez seulement des réseaux sionistes ou des réseaux maçonniques aussi? Ah mais les deux. La franc-maçonnerie appartient au réseau sioniste, hein, c'est tout. Il y a pas. Là, si vous voulez, c'est l'étage au-dessus. Les sionistes, c'est l'étage en haut. C'est le temple de Salomon, hein, que nous utilisons comme référence qui nous aide, nous, à travailler. Et donc, naturellement, pour les francs-maçons, être en terre d'Israël, ça a une dimension particulière. Vous êtes le grand maître du Grand Orient de France et vous êtes ici en Israël parce que vous avez répondu à une invitation, celle des trois loges des francs-maçons en Israël. Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse, et bien évidemment, je me devais de sortir la partie 2, qui devait initialement s'intituler « Pourquoi les politiques français ne peuvent pas combattre Israël ». Alors comme d'habitude, je vais vous demander un max de likes et un max de partage, même s'il y a de fortes chances que cette vidéo soit invisibilisée. Je me doute également qu'elle ne sera pas partagée par ceux qui m'ont déversé leur haine en commentaire sous la première partie. Et bien évidemment, le nettoyage des commentaires fut nécessaire, et d'ailleurs il est toujours en cours. Alors pour autant, je m'excuse de casser vos rêves, et pardonnez-moi de partager une pensée libre qui s'éloigne des scripts imposés. Alors je vous demanderai un minimum de tolérance. Je préfère vous prévenir, si jamais vous entendez des bruits d'avion, je suis pas loin actuellement du salon de l'aviation, donc c'est normal si vous entendez des bruits d'avion. Allez, on attaque. Alors, qu'est-ce qu'on apprend depuis la première partie? Que le bateau battait pavillon britannique. Et comme d'habitude, dès qu'une info mérite qu'on creuse un peu plus pour ne pas changer, on y colle une plus grosse histoire, comme par exemple une excursion organisée par un membre du Hamas. Et d'ailleurs, Mélenchon dénonce la malhonnêteté de Caroline Fourest qui surfe sur cette propagande. On parle de tonnes et de tonnes de vivres qui arrivent par camions entiers, pendant que ce voilier a donc pris la mer pour défier du coup quoi? Puisque ça n'est pas le blocus humanitaire qui, lui, n'est plus d'actualité. Derrière les têtes d'affiche qu'on a vues, Rima Hassan et Greta Thunberg, Rima Hassan a elle-même estimé que l'action du Hamas était légitime, mais derrière, il y a un homme qui est l'un des grands ordonnateurs de cette flottille, qui en a déjà organisé plusieurs avant. The Telegraph en Angleterre en a parlé, Franc-Tireur en parle cette semaine, mais honnêtement, David, je dois vous dire que je suis assez sidérée qu'on soit si peu dans la presse à en parler, parce que c'est pas une information mineure quand même. Cet homme, Zaher Biraoui, c'est un des représentants relais du Hamas en Grande-Bretagne. C'est un des grands organisateurs de cette flottille. Un représentant officiel du Hamas. On le voit, c'est une flottille qui a été organisée par un proche des dignitaires du Hamas pour briser un blocus destiné à empêcher le Hamas de se fournir en armes. Au-delà de cette propagande, on pourrait se poser une vraie question. Est-ce que Rima Hassan a embarqué sur un bateau sous pavillon britannique pour bénéficier d'une protection diplomatique? Car en tant que député français, elle est censée quand même maîtriser ce genre de paramètres. Alors automatiquement, si le bateau est sous responsabilité britannique, il ne sera pas sous protection diplomatique française. Est-ce que cette militante pro-palestinienne a oublié que le Royaume-Uni est l'un des plus grands alliés d'Israël, surtout depuis leur alliance renforcée en 2023 après le 7 octobre. En même temps, le Royaume-Uni héberge les lignées sionistes les plus influentes. Et d'ailleurs, fin 2023, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont soutenu militairement Israël comme personne ne l'a fait. Alors je tiens à remercier le frère Brian O'Calm qui m'a interpellé avec ces infos et lui-même a souligné sur ses réseaux que dans aucun rêve, les Royaumes-Unis
le Royaume-Uni, excusez-moi, allait valider un projet qui pourrait faire du tort à son allié. Je vois déjà certains venir me dire « Oui, mais le Royaume-Uni a suspendu ses accords commerciaux avec Israël. » Sauf que cette suspension, c'est quoi? 30 licences d'armement sur 350. Donc c'est du vent, de la poudre aux yeux. Et ne pas oublier qu'ils profitent et soutiennent Israël depuis 2008. Donc c'est tout sauf une nouveauté, ce soutien et cette alliance avec Israël. Sauf qu'ils l'ont renforcé fin 2023 suite aux drames qui se sont produits le 7 octobre. Maintenant, revenons à Caroline Fourest et Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous avez remarqué, dans le monde politique, diffamer, c'est leur sport préféré. Ça se tacle, ça insulte, mais ça ne porte jamais plainte. Du moins, ça ne porte quasiment jamais plainte. Et d'ailleurs, ça m'a toujours fasciné puisqu'ils ont cette habitude d'enchaîner, de s'invectiver, d'utiliser des fausses histoires. Donc, ils sont dans de la pure diffamation, mais jamais aucune plainte. Donc ça, on voit clairement que là, on a affaire à des comédiens, des acteurs. Donc, en gros, aujourd'hui, quand moi, je vois par exemple que Mélenchon attaque Caroline Fourest, je me dis, je vais aller creuser un petit peu. Et là, comme d'habitude, on découvre que Fourest est proche de Sophia Chikirou. Peut-être qu'elle ne l'est plus, mais elle a été proche de cette Sophia, qui n'est autre que la compagne de Mélenchon. Les deux, elles étaient à la Sorbonne ensemble, elles étaient potes. Aujourd'hui, elles s'envoient des pics sur X, en se voyant comme des parfaites inconnues. Courtoisie oblige, certainement. Mais c'est fou, comme ils gravitent ensemble dans les mêmes cercles, et plus particulièrement, excusez-moi, les mêmes écoles, mais quand ils sont devant des caméras, ils sont tous des ennemis. Et ça, ça résume complètement l'atmosphère qu'il y a entre les politiques. Parce que souvent, vous avez l'impression que ce sont des ennemis. Une fois qu'ils sortent du plateau télé, après un débat sulfureux, ils se serrent la main. Des fois, ils vont manger ensemble. Ça, c'est important. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, sont à fond dans le spectacle. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui croient aux contes de fées et aux fables. Revenons sur l'incarcération de Rima Hassan. Et là, on a tout simplement assisté à une stratégie de communication millimétrée et aucunement à une détention classique. Et je vais m'expliquer. Alors, déjà dans un premier temps, je pense que vous avez tous observé, Mélenchon, lui, de son côté, il était hyper actif. Il n'a cessé de monter sa protégée en héroïne, alors que l'excursion n'a rien apporté de concret aux Palestiniens. Alors, un fait marquant qui m'a fasciné, c'est le laps de temps qu'il aura fallu, soit précisément 2h17 après l'interpellation du bateau, pour voir la venue d'une personne qui nous annonce reprendre l'activité du compte Twitter de Rima Hassan. Et là, je me dis, mais depuis quand c'est une priorité de gérer des réseaux sociaux juste après que l'un de vos proches se fasse emprisonner à l'étranger? Alors, seules des personnes qui avaient envisagé l'issue finale de cette excursion auraient eu l'intelligence de préparer une personne à prendre le relais de ces réseaux sociaux juste, encore je le répète, 2h17 après l'interpellation. Alors il faut tout de même féliciter le travail de cette personne qui nous a partagé les nouvelles de Rima Hassan dès les premières heures. De son refus d'accepter son expulsion, que Mélenchon nous présente comme une stratégie pour la faire craquer et l'éprouver, alors que c'est tout simplement parce qu'elle aurait refusé de sa propre initiative de signer un document qui l'accuse d'être entrée sur le territoire israélien. Et c'est tout à son honneur. Bien évidemment, ça c'est selon leur dire. On ne pourra jamais vérifier. Et légalement, ce refus d'expulsion augmente la période légale de rétention. Donc, pour parler vulgairement, ils les foutent en cabane. Mais qui est-ce que vous croyez que vous avez dans votre cabane? Qui croyez-vous qu'est Rima Hassan? Vous pensiez qu'en la mettant dans une cellule, le problème allait être réglé? Bon, certes, elle ne veut pas signer, elle finira par craquer, tu parles. Elle a écrit sur le mur « Free Palestine ». Cette personne qui gère le compte Twitter de Rima Hassan nous partagera également le départ de sa grève de faim, suite à son isolement, car elle aurait écrit sur un mur de sa cellule « Free Palestine ». Mais finalement, cette grève de la faim durera moins de 24 heures, puisque le délai de prolongation est arrivé à son terme. Mais Mélenchon va nous le vendre comme un moyen de pression devant un public d'adultes, d'enfants émerveillés par les contes de fées et les fables. Inconsciemment, il fait croire que c'est la soi-disant grève de la faim de quelques heures, voire quelques minutes,
qui aurait forcé les autorités israéliennes à expulser Rima Hassan, alors que la période légale de rétention est tout simplement arrivée à terme. Alors ils l'ont foutu à l'isolement. Alors comme ils l'ont mis à l'isolement, elle a commencé une grève de la faim. Comme l'autre, ils sont donc 2 en grève de la faim. La pause, petite pause, parce que ce passage, il m'a fasciné. Là, vous voyez, Jean-Luc Mélenchon est censé défendre des militants, mais ne connaît pas leur nom et démontre son implication à géométrie variable, en appelant l'un des grévistes de la faim l'autre. Ce mec fait quand même partie des membres de l'équipe de Rima Hassan qui l'ont accompagné. Et c'est là où, en fait, vous vous rendez compte que toute la stratégie de communication est uniquement axée sur Rima Hassan. Sur le mur de sa cellule, elle est en prison. Ils ne leur ont pas donné à manger pendant des heures. Ils refusent de lui donner de l'eau minérale et ils la condamnent à boire l'eau suspecte qui coule du robinet, en sachant, comme vous le savez tous, que ça donne de boire de l'eau qui n'est pas potable. Et elle écrit « Free Palestine ». Il est bon à noter que Mélenchon décrit une situation d'incarcération très difficile, privée de nourriture, contrainte à boire de l'eau non potable. Pourtant, moins de 24 heures plus tard, on la voit en train de faire une photo où elle semble bien portante et avoir supporté l'eau non potable qu'on lui a imposée. Et lorsqu'elle arrive sur Paris, elle est souriante et semble avoir récupéré très rapidement. Alors ils étaient inquiets pour l'eau, mais aucunement soucieux d'être victime d'un empoisonnement. On peut la voir manger un sandwich local à l'aéroport israélien, et quand on connaît l'efficacité du Mossad pour t'empoisonner, je me serais également préoccupé de ce que je mange. Le paradoxe entre le récit et ce qu'on observe est tout de même contradictoire. Mélenchon nous décrit une incarcération difficile, mais en même temps, l'ennemi facilite rapidement l'accès à un avocat qui nous permet d'obtenir des informations de Rima Hassan sans faire de pause depuis son interpellation, ce qui bien évidemment ne parasite pas le bon déroulement de cette série qui commence à partir de l'excursion qui en fait était une sorte de format télé-réalité jusqu'à l'interpellation vécue en direct. Donc ce qui permet, bien évidemment, quand vous ne faites pas cette pause, de maintenir la lumière sur Rima Hassan. La personne qui gérait le compte de Rima, durant son incarcération, a certainement clôturé sa mission en nous annonçant l'heure de rendez-vous pour accueillir Rima avant même qu'elle ait pris son vol. Ensuite, Rima Hassan semble avoir repris le contrôle à sa sortie d'avion de son smartphone ou de ses réseaux sociaux. Elle nous balance un selfie dans son van en direction de Paris et prend le soin de s'excuser, de porter encore sa tenue de détention. On va lire le message. J'arrive avec ma tenue de prison avec laquelle ils nous ont obligés de partir sans pouvoir nous changer. Bien évidemment, ce n'est aucunement pour amplifier le côté martyr révolutionnaire, car elle précise qu'ils l'ont obligé de partir sans pouvoir se changer. Mais comme on peut le voir sur les photos, avec avant son embarquement, ils lui ont quand même permis de récupérer son kéfier. Ce même kéfier qu'on lui interdisait au Parlement européen. Que certains flics verbalisent lors de manifestations. Là, elle est verbalisée parce qu'elle porte une tenue palestinienne. Ceux qui lui ont interdit d'écrire Free Palestine sur les murs lui rendent tranquillement son kéfier, connaissant la symbolique de celui-ci. Alors c'est beaucoup trop fair-play selon moi. Et que dire de son équipe, capable de gérer sa communication sur ses réseaux sociaux à peine 2 heures après son incarcération, mais incapable de s'organiser pour lui permettre de prendre une douche et lui ramener des vêtements de rechange. Les mêmes qui ont dû lui fournir peut-être un nouveau smartphone à son arrivée sur Paris, vu qu'il les avait jetés dans la mer, avant leur interpellation. Pourquoi avez-vous jeté vos téléphones en mer ? Ouais, je sais que l'action est forte et a considérablement compliqué la tâche, notamment pour joindre nos familles. On a jeté nos téléphones en mer simplement parce que quand l'armée israélienne les saisit, ils ne les rendent jamais. Et ça, c'est les dizaines d'expéditions auparavant qui l'attestaient. On a donc choisi de faire cet acte et c'est moi qui ai jeté la plupart des téléphones de mes collègues parce qu'en se disant on ne récupérera pas les téléphones, ne leur donnons pas d'informations. Alors n'empêche, ils ont jeté leur téléphone, mais ils ont quand même eu
Ils ont quand même pris la précaution d'avoir une caméra à disposition et une connexion Internet qui a pu les filmer en train de les jeter dans la mer. Et bien évidemment, de partager le cliché de leur arrestation. Vous vous souvenez, le cliché où ils ont les mains levées et on est censé les interpeller. N'oublions pas, le plus important, c'est que cette action humanitaire était uniquement pour dénoncer et débloquer le blocus à Gaza. Et sa venue sur la place de la République pour recevoir une standing ovation digne d'une héroïne va certainement aider les Palestiniens. Sinon, elle aurait certainement fait le choix de retrouver ses proches, profiter de se reposer et organiser cette manifestation un autre jour afin de récupérer de cette incarcération éprouvante. Ils leur ont pas donné à manger pendant des heures, ils refusent de lui donner de l'eau minérale et ils la condamnent à boire l'eau suspecte qui coule du robinet, en sachant, comme vous le savez tous, ce que ça donne. Que dire de cette rapidité d'organisation alors que 24 heures avant, Mélenchon affirmait qu'il ne faisait pas confiance à l'ennemi et que tant qu'il n'avait pas vu Rima sur Paris, il ne croirait personne. Et voilà que l'ennemi dit que ils vont les expulser, les déporter, c'est comme ça qu'ils disent, demain. Et alors on nous dit, parce que comme on nous dit, alors bon, ça y est, vous êtes contents. Nous ne croyons rien venant de l'ennemi. Tant qu'on l'aura pas vu à Paris, sur le sol de France, nous ne croirons personne. Pourtant, dans ce genre de démarche d'expulsion, l'ambassade française était forcément au courant, mais pour le storytelling de l'opposant, ça passe mieux. D'ailleurs, lui-même faisait partie de la fête. Vous remarquerez que ce genre de manifestation ne demande aucune autorisation, car elle sert tout simplement les intérêts de personnes invisibles, tout comme elle sert les intérêts de la France insoumise. D'ailleurs, on verra ça à la fin de cette vidéo. Flash info, nouvelle information qui mérite son pesant d'or, et je me devais de les transmettre. Rima, depuis sa sortie, nous apporte plus de précisions sur le Free Palestine qu'elle a écrit sur un mur de sa cellule. Le Free Palestine est exactement là, inscrit au-dessus de mon lit. Sur un autre mur, j'ai inscrit Nakba et Gaza génocide. Ils m'ont d'abord demandé d'effacer. J'ai refusé. Ils sont ensuite revenus me placer en isolement, menottés aux mains et aux pieds. Quelle violence. Que retenir de ce passage? Que c'est juste bon pour le narratif du révolutionnaire ou la rédaction d'une œuvre autobiographique, car concrètement, en quoi ça améliore la condition des Palestiniens? Nous sommes clairement dans le sensationnel. Elle aurait pu se contenter du Free Palestine, mais c'était tout de même plus important de rajouter une nouvelle couche en apportant plus de précision. Et je dirais même qu'il était d'utilité publique, qu'on nous informe de cette histoire de tag sur les murs durant son incarcération, comme ils ont pu le faire. Alors je suis pressé de lire son livre pour qu'elle nous explique si c'est avec un stylo, un feutre ou un marqueur qu'elle a écrit tout ça. Peut-être même avec de la craie. En tout cas, ça semble être effaçable, vu qu'on lui a imposé de l'effacer sous menace d'isolement. Donc on sait déjà que ça n'a pas été gravé à la pierre. Donc finir à l'isolement pour une œuvre effaçable, c'est vraiment du gâchis. Mais dans le storytelling, elle a préféré ne pas effacer et aller en isolement pour une écriture qui n'a aucun impact sur le quotidien des Palestiniens. Mais on va dire qu'au niveau du narratif de la révolutionnaire, ça passe crème. Que ça soit Rima ou les membres du bateau, ils nous expliquent que c'est avant tout un acte politique et symbolique, qu'ils étaient conscients qu'il y avait peu de chances que ça aboutisse. Là, vous n'avez pas réussi à défaire ce blocus sur Gaza, mais les yeux du monde vous ont regardé, les yeux du monde regardaient la flottille. Est-ce qu'on peut quand même parler d'un pari réussi? Écoutez, oui, ce pari est réussi. Évidemment, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais on savait très bien que la probabilité d'aller jusqu'au bout était très limitée. Mais bien sûr qu'il est réussi de par cette caisse de résonance. Notre action visait à d'abord, bien entendu, livrer de l'aide humanitaire à Gaza, du moins ce qu'on pouvait au maximum faire avec ce bateau, mais aussi et surtout à dénoncer le blocus et à le briser. Alors on voit que Rima a un bon professeur en la personne de Mélenchon. Elle arrive limite à faire croire qu'elle a brisé le blocus, là où des nations, des chefs de nations, n'arrivent pas à l'imposer à Israël. Mais elle et sa fine équipe vont réussir à faire l'impossible. Donc des gens meurent à Gaza, et eux, ils se servent du blocus pour faire du bruit médiatique. Les Gazaouis, selon moi, n'ont pas besoin de symboles et de gestes politiques, car Israël, depuis plus de 60 ans, n'en a complètement rien à cirer. Alors vous vous doutez bien que ce n'est pas la première fois que des gens essaient de se mobiliser pour débloquer des blocus,
et également parler au nom des Palestiniens, pour la cause palestinienne. Mais apparemment, en 2025, Rima Hassan est en capacité de débloquer la situation. Mais, comme je l'ai dit encore une fois, les vrais besoins à l'heure actuelle des Gazaouis, c'est de l'eau, de la nourriture et des soins. La Chine, avec une aide de 1 million de dollars, a envoyé des colis alimentaires pour 60 000 familles et des fournitures médicales à Gaza. Malgré le blocus israélien, la Chine, située à plus de 7000 km, a trouvé un moyen d'aider. Ce geste n'est pas qu'une simple aide humanitaire, mais un acte réfléchi, positionnant la Chine comme un leader qui offre une lueur d'espoir au milieu de la guerre. Alors que la situation se dégrade, la vérité sur Gaza éclate enfin. Mais, selon elle, proposer la première excursion humanitaire façon télé-réalité va briser un blocus. Ils sont même capables de dire au prochain déblocage qu'ils en sont la cause. On arrive à la question ultime. Pourquoi aucun grand politique ne peut s'opposer, à Israël? Alors, je sais que là, je vais casser le rêve de beaucoup de personnes, mais c'est tout simplement parce que la plupart ont fait allégeance à la franc-maçonnerie. Et ce n'est pas une théorie, c'est documenté. Et il ne se cache pas, il témoigne. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ce n'est pas un club, c'est le cœur de la République. La République, c'est moi! Et cette franc-maçonnerie sert les intérêts sionistes. Et ce n'est pas juste basé sur des témoignages complotistes. Les réseaux sont partout. Les réseaux tiennent tout le monde. Alors quand vous parlez des réseaux, vous parlez seulement des réseaux sionistes ou des réseaux maçonniques aussi? Ah mais les deux. La franc-maçonnerie appartient aux réseaux sionistes, hein, c'est tout. Il y a pas. Là, si vous voulez, c'est l'étage au-dessus. Les sionistes, c'est l'étage en haut. Donc nous avons 300 députés, sénateurs qui sont francs-maçons, c'est-à-dire à peu près un tiers du total des deux assemblées. Et je ne parle pas de ceux qui sont francs-maçons dans ces assemblées et qui n'appartiennent pas à la fraternelle. C'est un président de fraternelle parlementaire qui s'exprimait un jour, et j'ai cet article, en disant « Si je joue bien mon rôle de président, eh bien, les francs-maçons de droite comme de gauche, appartenant aux deux assemblées, voteront comme un seul homme. » Sur les lois sociétales, étant précisé. Les responsables de loge te parlent du lien entre Israël et la franc-maçonnerie. C'est le temple de Salomon que nous utilisons comme référence qui nous aide, nous, à travailler. Et donc, naturellement, pour les francs-maçons, être en terre d'Israël, ça a une dimension particulière. Vous êtes le grand maître du Grand Orient de France et vous êtes ici en Israël parce que vous avez répondu à une invitation, celle des 3 loges des francs-maçons en Israël. Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Alors vous pensez que quelqu'un qui veut toucher le pouvoir peut s'opposer à Israël? Quand vous voyez par exemple un Mélenchon plus jeune, au milieu de francs-maçons, en train d'expliquer qu'il est candidat à la présidentielle et limite demande leur aval, vous pensez que ce sont des histoires fantastiques. Je suis honoré et ému de me trouver dans cette situation particulière de candidat à la présidence de la République devant vous. Vous devinez peut-être pourquoi. Mais je voulais tout d'abord le souligner. Je connais la contribution de la franc-maçonnerie à la naissance et à la survie de la République française. Je devine, par connaissance de l'histoire, ce que devra nécessairement être sa participation dans un futur très proche à la défense de cette République au moment où elle entre, comme le reste du monde, dans la saison des tempêtes. Vous pensez qu'il est normal qu'un chef d'État vous parle de la franc-maçonnerie, vous parle d'une chose dont vous n'avez la connaissance que par le nom, car vous n'en avez pas accès. Parler devant vous et à travers vous, au fond à la nation tout entière, s'avère d'autant plus nécessaire que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Ainsi,
cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribue une influence la mettant ainsi à l'honneur. Un organe de presse a récemment fait procès de vouloir peser sur les débats relatifs à la fin de vie, usant au passage d'une iconographie qui était oubliée depuis Vichy. Je vous le dis ici, soyez-en fiers. Et comme les autres grandes familles spirituelles, les francs-maçons s'emparent de ce débat fondamental de la fin de vie. Je le dis aussi ici, c'est une bonne chose. Qu'il aborde le sujet de l'antisémitisme en même temps que celle de la franc-maçonnerie. Et vous pensez que ce message s'adresse au peuple français. Encore une fois, un peuple qui n'a pas accès à ces loges franc-maçonnes. L'antisémitisme refait surface, vous l'avez évoqué, dans les mots sur les murs. Il s'affiche sans crainte et sans honte. Et à cet égard, je veux ici être définitif. La République ne transige pas et ne transigera pas. Et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des Juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Puisque s'en prendre à un Juif, c'est toujours aussi chercher à atteindre le projet politique qui le reconnaît libre et égal, qui le reconnaît comme tel. C'est toujours chercher à atteindre la République. Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Alors, voir le changement, par exemple, radical de certaines personnes ne se résume pas à une simple pression d'un lobby communautaire qui a pour habitude d'accueillir des politiques. Par exemple, voir à la une de l'Express un franc-maçon nommé Valls nous oblige à voir l'ancien Manuel Valls dénonçant la souffrance palestinienne. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme, et bien sûr à tous nos amis du camp de Khan Younes, avec lequel notre commune a signé un accord de coopération décentralisée. Mais je pense aussi évidemment au Liban, à l'Irak, à une politique américaine qui caricature évidemment les conflits au nom de la confrontation entre civilisations. Tout cela interpelle. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation, bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. L'accumulation insupportable, il y a encore quelques heures, de victimes. Ce sont là les raisons d'une fracture qui ne guérit pas et les signes incessants d'une région meurtrie par la violence qui appelle la violence et le désespoir. Il est plus que jamais nécessaire de souligner l'urgence de la création d'un État, d'une patrie viable, réelle, concrète pour les Palestiniens. Et ce Val d'aujourd'hui. Situation à Gaza, le chef de l'UNRWA dénonce une guerre contre les enfants. Dorénavant, le nombre d'enfants tués en 4 mois à Gaza dépasse le nombre d'enfants tués en 4 ans de guerre dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'Israël est toujours en droit de se défendre? Oui, moi, l'avantage avec moi sur ce sujet-là, c'est que je suis clair et cohérent. Vous-même, vous-même, Manuel Valls, vous faites une sorte, vous dites, on va parler d'Israël. Est-ce que ça veut dire que c'est le même combat, que c'est le même ennemi, que c'est la même problématique? Et finalement, au fond, vous-même, vous faites un lien entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. C'est le même combat. Mais évidemment que c'est le même combat. Si Israël tombe, Israël qui est en première ligne face à l'islamisme, dans sa version la plus effrayante. Une question de Baki, qui est arrivée également. Bonsoir, être antisioniste, c'est être antisémite? La question est courte et claire. Oui. La réponse aussi. Oui, parce que l'antisionisme, c'est la négation de l'existence de l'État d'Israël. Et donc, pour moi, c'est de l'antisémitisme. D'ailleurs, il est fort probable que Marine Le Pen en fasse également partie. Enfin, vous savez, le Front National, on va faire un peu d'archéologie politique, mais le Front National a toujours été sioniste. Alors pour moi, le plus grand gagnant dans cette excursion, c'est la France Insoumise et les Invisibles. Voilà, je vais pas être beaucoup plus longue, je veux aussi remercier ma famille politique.
sans laquelle j'aurais pas pu tenir. Vous pouvez encore. Mais je veux absolument les remercier parce que au-delà du soutien qu'on a reçu pendant toute cette action, c'est aussi la famille politique. Et là, je ne le dis pas en tant que députée de la France Insoumise, je le dis en tant que palestinienne. Là, je suis en tant que palestinienne d'abord, en tant que palestinienne, franco-palestinienne ici. C'est la famille politique qui a apporté, comme il le fallait, la cause palestinienne. Comme il le fallait. En prenant tous les risques de diabolisation, de persécution. Et vous avez vu le prix que chacun et chacune a payé en portant cette cause palestinienne. Cette vieille réplique qui consiste à dire que la France insoumise n'est pas une véritable opposition contrôlée parce qu'elle est diabolisée, je la trouve non seulement enfantine, mais beaucoup trop simpliste. Quitte à jouer un rôle, ne l'oubliez pas ça, encore faut-il que ce soit crédible. Donc, je le redis encore, ça serait tout à fait normal que aujourd'hui une opposition contrôlée soit diabolisée pour que elle ait plus de crédit auprès des gens qui se disent « Regardez, ils sont victimes parce qu'ils sont dans le vrai ». Alors, il faut que les gens sachent que si réellement une opposition dérange, ça se voit automatiquement dans les actes. Ça résonne pas comme une forme de complicité. Aujourd'hui, c'était le grand jour, tu vois, le grand jour pour notre retraite. Il fallait voter tous contre. Bizarrement, à droite, c'est le RN. Ils étaient 30, les amis. À gauche, le LFI. Ils y étaient tous. Au milieu, le parti d'Emmanuel Macron. 233 votants sur 550 députés. On est d'accord. Il y a un problème. Ils sont où nos députés quand il faut voter pour la retraite des Français? Il n'y a personne. Dans un monde où tout semble lisse, entre les gentils et les méchants, qui se résume juste à des débats sulfureux, du spectacle, du théâtre, et ensuite on va boire un coup tout de suite après le débat dans un restaurant juste à côté, je vous le dis tout de suite, il est très peu probable qu'une force réelle émerge. Si c'était le cas, il serait automatiquement neutralisé. Vous voyez? Ou instrumentalisé, comme on a pu le voir avec certaines personnes, des comiques, ou bien des philanthropes, etc. Et donc la France insoumise vont faire plier Israël. Vous pensez réellement que Rima Hassan et la France insoumise vont faire plier Israël? Vous pensez réellement que la France a mis la pression pour qu'elle puisse rentrer aussi rapidement? Nous avons juste assisté à un échange à l'amiable entre deux nations alliées, dont l'une est plus soumise à l'autre. Et ce que vous avez vu, c'est juste une pièce de théâtre politique, montée de toutes pièces, pour booster la France insoumise, pour occuper l'espace médiatique et bien évidemment préparer 2027. Alors les gens pensent qu'ils votent pour un camp. En réalité, les camps sont déjà choisis et on vous guide vers ce choix. RN, Rassemblement National, LFI, la France insoumise ne sont que des pôles opposés d'un même échiquier qui bloquent le peuple pour mieux laisser passer le pion des élites. Le Rassemblement National représente médiatiquement le parti anti-musulman et LFI se présente comme les amis des musulmans, comme par hasard. Et malgré les anciens dérapages du chef de parti. Et on ne se ramènera pas avec des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu'on les regarde. Ça, pas question. Écoutez, la question qui est posée est la suivante. Est-ce que c'est un traitement dégradant, oui ou non? Si c'est un traitement dégradant, alors c'est interdit. Ici, c'est la République. Moi, je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation. Et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Celle qui se met un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il, et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais c'est mon affaire à moi. Vous n'entendez pas que le voile est un acte de soumission de la femme? Mais bien sûr que ça l'est du point de vue de mes convictions personnelles. C'est juste un débat entre Mme Le Pen et M. Mélenchon de convaincre quelqu'un qui viendrait apporter un voile de ne plus le porter. Est-ce qu'on peut venir voiler ou pas à l'université? Déjà, on ne vient pas en cours déguisé. Vous avez été secrétaire d'État. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Le régime iranien
pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Un régime théocratique est toujours un danger pour le reste de l'humanité. Partout où l'on met des religieux au pouvoir, il faut s'attendre à des abominations. C'est la première fois qu'on voit un pays dire si on a une bombe, on ira taper sur Israël. Ça, personne ne peut accepter une chose pareille. Eh bien, voici que l'Iran confirme que c'est abominable de mettre des religieux au pouvoir. Alors, leurs électeurs luttent naturellement contre ceux qu'ils considèrent être leurs ennemis. Et pendant ce temps, bien évidemment, l'élu qui a été choisi se dirige vers le trône sans embûche. Alors les amis, je pense que j'ai encore cassé le rêve de certaines personnes. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Alors je vous dirais que il est temps qu'on se laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous. Prenez soin de vos parents, c'est très important. Peace.